Mon mari a dit, arrête de te comporter comme si je t'appartenais. Tu n'as pas à me dire où je vais ni avec qui je suis, tout le monde s'est mis à rire. J'ai simplement souri et j'ai dit, tu as raison. Nous ne sommes plus ensemble. Quand il est rentré chez lui ce soir-là, sa clé n'a pas fonctionné. Les serrures avaient été changées. Le voisin lui a dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Ils ont ri pendant 17 secondes. J'ai compté chacune d'elles, figée dans ma robe bordeaux, la flûte de champagne tremblant dans ma main, tandis que les mots de Carter flottaient dans la salle de conférence décorée, comme une bannière de mon humiliation. Arrête de te comporter comme si tu m'appartenais, Ruby. Tu n'as pas à me dire où je vais, ni avec qui je suis. 20 collègues de son entreprise avaient été témoins, voyant mon mari démanteler publiquement notre mariage, leurs visages amusés se brouillant à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Maintenant, à 5h45 du matin, le lendemain, je me tenais dans notre appartement du 19e étage, préparant son café avec la précision mécanique de quelqu'un qui planifie une démolition minutieuse. La carte de visite du serrurier était déjà dans ma poche. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de l'avocate spécialisée en divorce, que j'avais contactée depuis le parking. Tandis que ces 17 secondes de rire résonnaient encore à mes oreilles, la cafetière gargouillait sa chanson matinale familière, pendant que Carter dormait paisiblement dans notre chambre, ignorant béatement que sa performance théâtrale avait déclenché quelque chose d'irréversible. 2 sucres, pas de crème. J'avais préparé cette combinaison exacte 5110 fois en 14 ans. Ce serait la dernière. Mes mains suivaient la routine, tandis que mon esprit rejouait chaque détail de la soirée. La façon dont Brad avait fait teinter son verre de whisky contre celui de Carter après sa déclaration, comme s'ils avaient répété cette humiliation. La façon dont Stéphanie, de la comptabilité, s'était efforcée de ne pas regarder Carter directement, ses ongles roses tambourinant contre sa pochette. La façon dont la pièce avait senti la cannelle et l'eau de Cologne coûteuse, au moment où mon monde s'est fissuré en deux. La silhouette de Minneapolis s'étendait au-delà de nos baies vitrées, les bâtiments perçant le brouillard matinal comme des accusations. Cet appartement avait été le dernier cadeau de mon père. Son héritage, transformé en ce que Carter appelait notre investissement. Bien qu'il n'ait jamais contribué un centime à la compte ou aux frais de copropriété mensuels, c'est mon entreprise de conseil, que j'avais bâtie de rien tout en soutenant Carter pendant son MBA, qui payait notre vie ici. Pourtant, au fil des ans, le récit avait changé. Carter parlait de son appartement, de sa vue, de sa réussite, lui qui était passé d'analyste junior à cadre supérieur. Mon nom était peut-être sur l'acte de propriété, mais la possession, avais-je appris, relevait plus de la perception que de la paperasse. Je l'ai entendu bouger dans la chambre, le bruissement des draps coûteux, du coton égyptien à 1500 fils, acheté avec ma prime de fin d'année, alors qu'il se plaignait de mes dépenses excessives. L'ironie ne m'échappait plus. Plus rien ne m'échappait, après la clarté de la nuit dernière. Ruby. Sa voix avait cette rugosité matinale particulière qui, autrefois, me donnait des papillons dans le ventre. Maintenant, elle sonnait juste comme du gravier. Le café est prêt, sur le comptoir ? Oui, ai-je répondu, ma voix aussi stable que celle des présentateurs de journal télévisé annonçant une tragédie. J'ai écouté ses pas sur le parquet pour lequel nous nous étions disputés. Il voulait du marbre. Je voulais de la chaleur. Nous avions fait un compromis sur le parquet, ce qui signifiait que j'avais payé pour quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment. Il est sorti de la chambre dans son caleçon de Princeton, et rien d'autre, les muscles de ses épaules roulant tandis qu'il s'étirait. Carter entretenait son corps avec le dévouement de quelqu'un qui croit que la perfection physique peut compenser les lacunes de caractère. À 41 ans, il ressemblait encore à l'homme que j'avais épousé à 27 ans. Sauf que maintenant, je pouvais voir au-delà de la surface, jusqu'à l'architecture creuse en dessous. « À quelle heure es-tu rentré hier soir ?» Il ne m'a pas regardé en attrapant sa tasse. La question était aussi banale que de commenter la météo. Vers 23 heures. Le mensonge est venu facilement. En réalité, j'avais passé 2 heures dans le garage, à passer des appels et à pleurer pour enlever mon maquillage soigneusement appliqué. Puis, je m'étais assise dans le hall de notre immeuble jusqu'à 2 heures du matin, ayant une conversation avec Harold, le portier, qui a changé tout ce que je pensais savoir sur les mardis après-midi. Carter a grogné en guise de reconnaissance, déjà en train de faire défiler son téléphone. Brad envoie les papiers d'investissement aujourd'hui. Il me faut ta signature avant 5 heures. Les mots flottaient entre nous, comme l'humiliation de la veille.
La start-up de Brad, une entreprise de crypto-monnaie qui ressemblait à du blanchiment d'argent déguisé en vocabulaire technologique. Il voulait l'héritage de mon père, les 400 000 $ qui représentaient 30 ans de son travail comme chef de chantier. Ses mains calleuses et son dos brisé, transformés en ma sécurité financière. Carter en parlait depuis des semaines, chaque fois plus insistant, moins demandant qu'informant. Je veux d'abord voir le business plan, ai-je dit. Comme hier, comme la semaine dernière. Il a alors levé les yeux, ses yeux bleus se rétrécissant avec ce mélange particulier de condescendance et d'irritation auquel je m'étais habitué. On a déjà parlé de ça, Ruby. Brad a fait Wharton. Il sait ce qu'il fait. Les dirigeants d'Enron aussi. La mâchoire de Carter s'est crispée. Il a posé sa tasse avec un contrôle délibéré, le son sec contre le granit. Pourquoi dois-tu toujours tout compliquer? C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit hier soir. Tu essaies de tout contrôler. Et voilà. Le pont entre l'humiliation publique de la veille et le gaslighting de ce matin. J'avais appris à reconnaître ces schémas. Humilier, puis me blâmer pour l'humiliation. Exiger, puis m'accuser d'être exigeante. Prendre, puis me dépeindre comme égoïste pour l'avoir remarqué. Tu as raison, ai-je dit, mes mots aussi lisses que le chemisier en soie que j'avais porté à mon exécution. Je ne devrais pas essayer de contrôler des choses comme mon propre héritage, ou ma propre vie. Le sous-entendu dans ma voix lui a échappé, déjà confiant en sa victoire. Exactement. Quand tu es raisonnable, tout fonctionne mieux. Il s'est approché, a déposé sur mon front un baiser qui ressemblait à un sceau de propriété. Porte encore cette robe bordeaux ce soir. Il y a une autre fête au Marriott, un truc avec des clients. Mon estomac s'est noué. La même robe que la veille. Elle t'allait bien. Puissante. Il a prononcé le dernier mot avec un sourire narquois, se souvenant du commentaire de la vendeuse que j'avais bêtement partagé. En plus, ses clients n'étaient pas à la fête d'hier. Personne ne saura que c'est la même robe. Sauf que moi, je le saurais. Je porterai mon humiliation comme un uniforme, un rappel ambulant de 17 secondes de rire. C'est là que j'ai compris. Il voulait que je la porte. Il voulait que je sois marqué par la nuit dernière, stigmatisé par sa déclaration publique d'indépendance, pendant qu'il jouerait au mari dévoué ce soir. J'y réfléchirai, ai-je dit, d'une voix aussi neutre que la Suisse. Il retournait déjà vers la chambre, me congédiant avec la confiance de quelqu'un dont on n'a jamais changé les serrures. Ne réfléchis pas trop, Ruby. Ce n'est qu'une robe. Mais ce n'était pas juste une robe. C'était tout. Chaque petite capitulation, chaque objection ravalée, chaque fois que je m'étais faite plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. La robe bordeaux n'était que le dernier uniforme, dans une longue lignée de costumes que j'avais portés pour le théâtre de notre mariage, un théâtre où Carter mettait en scène chaque acte, et où j'avais oublié que je pouvais quitter la scène. Mon téléphone a vibré. Alexandra, l'avocate, m'envoyait un texto, j'ai de la place dans mon emploi du temps à midi, si vous êtes prête à continuer. J'ai regardé la carte du serrurier sur le comptoir, puis la tasse de café de Carter avec l'empreinte de ses lèvres sur le bord. Finalement, j'ai regardé le lever du soleil qui peignait notre appartement en or. Tout semblait différent sous cette lumière. Temporaire, changeable, comme un décor de théâtre attendant d'être démonté. En fait, ai-je crié en direction de la chambre, assez fort pour qu'il m'entende par-dessus sa douche, je sais exactement ce que je vais porter ce soir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je le porterai dans mon appartement, avec mes serrures, en vivant ma vie. Les 17 secondes de rire avaient cessé de résonner. Ce qui restait, c'était le son de mon propre rythme cardiaque, régulier et certain, comptant les secondes jusqu'à la liberté. La main de Carter se pressa plus fort contre le bas de mon dos alors que nous entrions dans la grande salle de bal du Marriott, ses doigts s'étalant sur le tissu bordeaux comme s'il marquait son territoire. La pression me semblait différente maintenant, non pas protectrice, mais possessive, de la manière dont on pourrait agripper une mallette pleine d'argent. Les salles scintillaient de décorations de fêtes sur lesquelles quelqu'un avait dépensé une fortune, des guirlandes dorées, des centres de table en cristal, et assez de lumière scintillante pour alimenter un petit quartier. L'odeur de parfum cher se mêlait au bourbon et à cette senteur particulière de l'ambition d'entreprise. Aigre, métallique, désespéré. Souviens-toi, murmura Carter contre mon oreille, son souffle chaud du whisky qu'il avait déjà consommé dans la limousine. Ce sont des clients importants. Essaie d'être agréable. Agréable?
Les mots restèrent coincés dans ma gorge comme du verre avalé. Après l'humiliation de la nuit dernière, après 17 secondes de rire de ses collègues à mes dépens, il voulait que je sois agréable. J'étais sur le point de répondre quand je l'ai vue. Stéphanie de la comptabilité, debout près du bar dans une robe bordeaux si semblable à la mienne que ce ne pouvait être une coïncidence. L'encolure était plus plongeante, l'ourlet plus haut, mais la couleur était identique. Elle nous tournait le dos, ses cheveux blonds cascadant sur sa colonne vertébrale comme une chute d'eau de trahison. Mélissa, la femme de Brad, apparut à mon coude avec 2 flûtes de champagne. Ses yeux firent la navette entre Stéphanie et moi, son visage passant par une série d'expressions comme une machine à sous avant de s'arrêter sur la pitié. « Ruby, tu es ravissante », dit-elle en me tendant un verre, tout en luttant visiblement pour ne pas fixer nos robes assorties. « Choix de couleur intéressant ce soir », dis-je, ma voix stable tandis que je regardais Carter remarquer Stéphanie. Sa main tomba instantanément de mon dos, comme si j'étais soudainement devenue radioactive. Ses pupilles se dilatèrent, sa mâchoire se détendit, et pendant 3 secondes, il oublia que j'existais. En ces 3 secondes, j'ai vu tout notre mariage. Chaque réunion tardive, chaque mardi après-midi, chaque SMS qu'il avait caché en inclinant son téléphone. Stéphanie se retourna alors, ses yeux rencontrant les miens par-dessus l'épaule de Carter. Elle eut la décence de paraître mal à l'aise, ses joues rougissant en réalisant que nous portions des robes assorties, mais elle ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle releva légèrement le menton. Une déclaration de guerre silencieuse, déguisée en confiance. Les diamants à ses oreilles, neufs, chers, familiers, captèrent la lumière. Ils ressemblaient exactement à ceux que Carter avait dit être pour l'anniversaire de sa mère le mois dernier. Ce sont de magnifiques boucles d'oreilles, dis-je à Mélissa, bien que mes yeux ne quittent pas Stéphanie. C'est incroyable comme certaines femmes peuvent porter des bijoux coûteux à des événements professionnels. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de revenus. Mélissa toussa dans son champagne. Brad se matérialisa à côté de sa femme, le visage déjà rouge d'alcool et d'une excitation à peine contenue. Carter, prêt à marquer l'histoire avec cette start-up ? Juste besoin de la signature de Ruby et nous sommes en or. Ma signature, l'argent de mon père, mon héritage finançant leur fantasme de boys club, pendant que la maîtresse de Carter se tenait à 3 mètres de là, portant ma couleur et ses diamants. La pièce me parut soudain trop chaude, trop lumineuse, trop pleine de gens qui ne me voyaient que comme un chéquier sur pattes. Nous devrions d'abord discuter du business plan, dis-je, ma voix coupant leur enthousiasme comme de l'eau froide. Je n'ai vu aucune documentation. Pas de prévision de revenus, pas d'analyse de marché, rien que des promesses et des diplômes de Wharton. Le visage de Carter s'assombrit, de cette nuance de rouge particulière qui précédait ses pires moments. Ruby, nous en avons déjà discuté. Non, tu as parlé. J'ai écouté. Il y a une différence. Je pris une gorgée de champagne, laissant les bulles me donner du courage. C'est 400 000 $, Carter. L'argent de mon père. Notre argent, interrompit-il, sa voix s'élevant assez pour que les conversations voisines s'interrompent. C'est notre argent, Ruby. Où as-tu oublié ce que signifie le mariage ? Brad rit nerveusement, essayant de désamorcer la tension. Et, ne transformons pas les affaires en... En quoi ? Demandai-je, me tournant pour lui faire face pleinement, en diligence raisonnable, en protection des actifs, en question de base sur la destination de près d'un demi-million de $. La pièce était devenue plus silencieuse, ce silence particulier qui s'installe quand les gens sentent un drame se préparer. Stéphanie s'était rapprochée, prétendant examiner un tableau sur le mur tout en écoutant manifestement aux portes. Son parfum, quelque chose de français et d'excessif, me retourna l'estomac. Carter me saisit le coude, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser un bleu. « Tu me mets dans l'embarras », siffla-t-il. « Je te mets dans l'embarras. » Le rire qui m'échappa sonna creux, cassant. « C'est la meilleure, considérant la nuit dernière. » Sa prise se resserra. « La nuit dernière, ce n'était rien. »« Tu es dramatique. » 17 secondes, dis-je doucement. Tes collègues ont ri de moi pendant 17 secondes parce que tu te montrais contrôlant. Sa voix tonna maintenant. Toute prétention d'intimité abandonnée. Le quartet de jazz cessa même de jouer. Le saxophone s'interrompant en pleine note. Tu fais toujours ça, Ruby. Tu agis comme si tu m'appartenais. Comme si je ne pouvais pas prendre une seule décision sans ta permission. Toute la salle regardait maintenant.
50, peut-être 60 personnes en vêtements de marque, tenant des verres valant plus que le salaire journalier de la plupart des gens. Tous témoins du deuxième round de mon humiliation publique. Stéphanie s'était complètement tournée vers nous, son expression indéchiffrable, mais son langage corporel hurlant l'anticipation. Le doigt de Carter pointa vers ma poitrine, sans tout à fait me toucher, mais assez près pour être agressif. Arrête de te comporter comme si tu m'appartenais, Ruby. Tu n'as pas à me dire où je vais ou avec qui je suis. C'étaient les mêmes mots que la veille, mais cette fois avec un public de clients au lieu de collègues. Cette fois, avec sa maîtresse qui regardait. Cette fois, avec tout le monde attendant de voir si j'allais m'effondrer ou me battre. La flûte de champagne dans ma main trembla légèrement alors que je la posais sur la table la plus proche. Le clic du verre sur le marbre sonna comme un coup de marteau. À l'intérieur, je me fragmentais en 1 million de morceaux. 14 ans de mariage, d'efforts, de me faire plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand, tout se brisait en même temps. Mais à l'extérieur, mes mains étaient stables, ma voix claire. Tu as raison, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Nous ne sommes plus ensemble. Le silence qui suivit fut complet, absolu, le genre qui vous fait bourdonner les oreilles. L'expression triomphante de Carter, car il pensait gagner cette dispute publique, passa à la confusion. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau comme un poisson cherchant de l'air. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sa voix se cassa sur le dernier mot. J'ai dit, tu as raison. Je ne t'appartiens pas, et tu ne m'appartiens pas. C'est fini. Je me détournai de son visage choqué, de la satisfaction à peine dissimulée de Stéphanie, de la sympathie horrifiée de Mélissa, du piétinement inconfortable de Brad. Mes talons claquèrent contre le sol en marbre. Réguliers, rythmés, finaux. Chaque pas était comme une perte de poids, comme si la gravité relâchait son emprise. Derrière moi, j'entendis Sarah du service informatique chuchoter à quelqu'un, tant mieux pour elle. Puis plus fort, pour que je l'entende, tant mieux pour toi, Ruby. Je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à ma voiture dans le garage. L'air de décembre me mordit la peau, la neige commençant à tomber en flocons épais et paresseux qui se collaient à mes cheveux, à ma robe, à mes mains tremblantes alors que je cherchais mes clés. À l'intérieur de la voiture, je suis resté assise un moment, laissant le silence m'envelopper comme une armure. Puis j'ai sorti mon téléphone et passé 3 appels, chacun étant un clou dans le cercueil de mon ancienne vie. Alexandra répondit à la 2e sonnerie. Ruby, il est tard. Est-ce que ça va? Je suis prête, dis-je. Pouvez-vous déposer les papiers demain? Sa pause fut brève, puis finalement, j'attends cet appel depuis des années. J'aurai tout de prêt pour demain matin. Le 2e appel fut pour Secure Life Emergency Locksmith. La voix de Diana était chaleureuse, compréhensive. Nous pouvons envoyer quelqu'un ce soir. Changer des serrures après minuit, c'est notre spécialité. Le 3e appel fut pour Marcus, mon frère, qui gérait un entrepôt de stockage. J'ai besoin d'un box, dis-je sans préambule. De quelle taille? Pas de questions, pas de surprise. Juste un soutien immédiat. Assez grand pour toute la vie d'un homme. J'en aurai un de prêt pour minuit. Ruby, tant mieux pour toi. 3 appels, 3 alliés, 3 pas vers la liberté. En rentrant chez moi à travers la neige qui tombait, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers mes larmes, j'ai réalisé quelque chose. Carter avait eu raison sur un point. J'avais essayé de contrôler quelque chose. J'avais essayé de me contrôler moi-même, de me faire entrer dans le moule de ce dont il avait besoin. Ce soir, devant tous ceux qui comptaient pour son image, j'avais enfin lâché ce contrôle. Et en le perdant, j'avais trouvé tout autre chose, moi-même. La neige s'était transformée en pluie verglaçante lorsque j'atteignis notre immeuble, chaque goutte frappant mon pare-brise comme de minuscules balles de réalité. À travers les portes vitrées du hall, je pouvais voir Harold à son bureau, et quelque chose dans sa posture me disait qu'il attendait. Je me suis garé à ma place désignée, numéro 19F, la même que notre appartement, et je suis resté assise un moment, rassemblant le courage de franchir ces portes en tant que femme sur le point de démanteler sa vie. Harold se leva à mon entrée, son visage buriné portant une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de soulagement et de tristesse, comme si on regardait quelqu'un s'échapper enfin d'un bâtiment en feu. Mademoiselle Thorne, dit-il, utilisant mon nom de jeune fille sans que j'aie à le demander. La serrurière a appelé. Elle est en route.
Je lui ai donné accès à l'ascenseur de service. Il marqua une pause, étudiant mon visage. J'ai aussi pris la liberté de mettre des cartons supplémentaires dans le couloir, les bons du local de stockage. À 22h47 exactement, Diana arriva avec une boîte à outils cabossée et des yeux qui avaient vu trop d'évasions nocturnes. Elle avait peut-être 50 ans, des mèches argentées dans ses cheveux sombres et des callosités sur les mains qui parlaient d'un vrai travail. Elle n'offrit pas de condoléances vides de sens ni ne posa de questions inutiles. Au lieu de cela, elle s'agenouilla près de notre porte et passa ses doigts sur la serrure comme un médecin examinant un patient. « Qualité commerciale », dit-elle en sortant ses outils. « De bonnes bases, mais dépassées. Votre mari n'a jamais mis à jour les dispositifs de sécurité, n'est-ce pas ?» La question était rhétorique. Elle travaillait déjà, le métal chantant contre le métal. Les hommes comme ça ne pensent jamais que quelqu'un oserait les enfermer dehors. Ça me facilite le travail. Pendant qu'elle travaillait, son histoire se dévoila par fragments silencieux, entre les sons des goupilles qui cliquaient et des barillet qui tournaient. Son ex l'avait enfermée dehors il y a 17 ans. Il avait changé les serrures pendant qu'elle était à l'enterrement de sa mère. Je suis rentré et toute ma vie était sur la pelouse, dans des sacs poubelles, sous la pluie. Elle testa le nouveau peigne dormant, solide et impitoyable. J'ai appris la serrurerie après ça. Je me suis dit que si je ne pouvais pas contrôler grand-chose d'autre, je pouvais au moins contrôler qui franchissait ma porte. Les nouvelles clés qu'elle me tendit étaient différentes des anciennes. Plus lourdes, avec des bords qui mordaient ma paume. Qualité militaire, dit-elle avec satisfaction. Celles-ci ne peuvent pas être dupliquées dans une boutique du coin. Vous voulez des copies? Vous passez par moi. Elle sortit une carte de visite. Mon numéro personnel est au dos. Pour les urgences, ou juste pour parler. Pendant que Diana rangeait ses outils, j'ai commencé l'archéologie systématique de la fin d'un mariage. Chaque objet de Carter nécessitait un examen, une classification, une préservation. Son diplôme de MBA de Harvard, qu'il avait insisté pour accrocher dans notre chambre pour l'inspiration, alla dans du papier bulle. J'ai attrapé un marqueur et écrit sur la boîte, éduqué mais pas éclairé. La Rolex que je lui avais achetée pour notre 10e anniversaire, 3 mois de mes honoraires de conseil, alla dans sa boîte d'origine avec une note, le temps est écoulé. Mes mouvements étaient méthodiques, presque thérapeutiques. Chaque boîte étiquetée était un petit acte de révolution. Sa collection de livres d'affaires en première édition de 20, trophées non lus. Les clubs de golf qu'il avait achetés avec ce qu'il appelait sa prime, mais qui étaient en fait notre remboursement d'impôts, furent étiquetés, rêves empruntés. Puis, derrière son sac de golf, mes doigts trouvèrent quelque chose qui me glaça le sang. Une écharpe en cachemire rose, douce et chère, empestant le parfum de Stéphanie. Je la tins à la lumière. La preuve des mardis après-midi que je prétendais ne pas connaître. Au lieu de la rage, je ressentis quelque chose de plus proche du soulagement. La confirmation était une forme de liberté en soi. Je la pliai soigneusement, la plaçai dans sa propre boîte et l'étiquetai, mardi après-midi. Propriété personnelle de votre service comptabilité. Harold apparut à ma porte, ayant utilisé son passe-partout. J'ai apporté un diable, dit-il simplement, puis il commença à charger les boîtes sans qu'on le lui demande. Nous travaillâmes dans un silence confortable jusqu'à ce qu'il parle enfin, ces mots prudents mais nécessaires. Mademoiselle Thorne, je dois vous dire quelque chose. Il ajusta une boîte, ne rencontrant pas mes yeux. Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai vu toutes sortes de gens, toutes sortes de mariages. Votre mari, il pense que parce qu'il donne de bons pourboires à Noël, me donne parfois des billets pour les Celtics, je suis aveugle. Mais je vois tout. Chaque mardi, quand vous êtes au Pilate, cette femme de son bureau vient ici, prend l'ascenseur de service, reste exactement 90 minutes. L'information aurait dû me faire mal, mais elle me sembla juste être la confirmation d'un test que j'avais déjà échoué. Depuis combien de temps? Demandai-je. 6 mois, peut-être 7. Ça a commencé juste après les funérailles de votre père. Il me regarda enfin, la colère brillant dans ses yeux habituellement gentils. Vous méritez mieux qu'un homme qui ne peut même pas tromper avec dignité. Avoir au moins la décence d'aller à l'hôtel, pas dans le lit où sa femme dort. Nous avons continué à emballer, la révélation d'Harold s'installant sur moi comme une armure. Mes mains bougeaient plus vite maintenant, avec détermination. La photo de mariage sur notre commode me fit hésiter. Nous avions l'air si jeunes, si certains.
Je me suis accordé exactement 3 minutes pour pleurer ces personnes, pour faire le deuil du couple qui avait cru en l'éternité. Puis je l'ai enveloppé dans du papier journal et l'ai ajouté à une boîte étiquetée « Fiction, une histoire d'amour ». À 23h30, l'appartement ressemblait à une scène de crime où seuls les biens d'une personne avaient été assassinés. Chaque trace de Carter avait été emballée, étiquetée et déplacée dans le couloir. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, rédigeant l'email qui servirait à la fois de preuve et de manifeste. L'objet était, transparence et vérité, une mise à jour nécessaire. L'email lui-même était d'une précision chirurgicale. J'ai joint la vidéo de surveillance que Sarah du service informatique m'avait secrètement envoyée, l'humiliation publique de Carter à la fête, son doigt pointé, sa voix portant par-dessus le quatuor de jazz. La vidéo le montrait trinquant avec Brad après, célébrant ce qu'il pensait être sa victoire. J'ai ajouté des captures d'écran des relevés de cartes de crédit montrant ses frais d'hôtel du mardi après-midi, ceux qu'il pensait que je ne connaissais pas parce qu'il utilisait la carte d'urgence. La liste des destinataires était complète, les 2 familles, son patron, tout notre cercle d'amis, son service des ressources humaines, et parce que je me sentais particulièrement minutieuse, la liste de diffusion du conseil d'administration de l'entreprise, que Carter avait laissée ouverte sur notre ordinateur partagé. Mon doigt plana sur le bouton d'envoi programmé. 2h30 du matin semblait juste, assez tard pour qu'il soit enfermé dehors et ivre, assez tôt pour que les gens le lisent avec leur café du matin. Diana avait fini d'installer le nouveau mécanisme de serrure sur la porte. C'est fait, annonça-t-elle, testant la poignée une dernière fois. Votre forteresse est sécurisée. Je l'ai raccompagnée à l'ascenseur, Harold la suivant avec ses outils. Pendant que nous attendions, Diana se tourna vers moi avec des yeux qui comprenaient tout sans explication. La première nuit est la plus dure, dit-elle doucement. Vous aurez envie de tout défaire, de retourner à la douleur familière. Ne le faites pas. Demain, vous vous réveillerez et réaliserez que l'air a un goût différent quand on n'étouffe pas. L'ascenseur arriva et elle entra avec Harold qui retournait à son bureau. Juste avant que les portes ne se ferment, Harold dit, je serai à mon bureau toute la nuit, mademoiselle Thorne, si vous avez besoin de quoi que ce soit, même juste de savoir que quelqu'un d'autre est réveillé. Je me tenais dans le couloir, entouré des boîtes contenant la vie de Carter, mon téléphone à la main avec l'email prêt à être envoyé. L'appartement derrière moi était maintenant le mien. Légalement, il l'avait toujours été, mais maintenant, cela semblait vrai. À 23h45 exactement, j'ai appuyé sur envoyer, regardant le message de confirmation apparaître, email programmé avec succès. 15 minutes avant minuit. Dans 2h45, Carter découvrirait que ses clés ne fonctionnaient pas. Dans 2h46, tout le monde saurait pourquoi. Pour l'instant, cependant, j'avais ces 15 minutes de silence parfait, debout dans mon couloir avec mes nouvelles clés, lourdes et réelles dans ma main. Les serrures avaient été changées, les emails programmés, les boîtes emballées. L'opération de minuit était terminée, et j'étais enfin en sécurité. Minuit sonna avec le doux carillon de l'horloge de grand-mère de Margaret Henderson. Le son traversant le mince mur entre nos appartements. J'étais seul dans mon espace nouvellement sécurisé, passant mes doigts sur les clés neuves que Diana avait laissées, quand j'ai entendu une porte s'ouvrir dans le couloir. À travers mon Judas, j'ai regardé Margaret sortir du 19G en robe de chambre de soie émeraude et chaussons assortis, portant un service à thé en argent comme si les visites de minuit étaient parfaitement routinières. Elle s'arrêta devant les boîtes qui bordaient le couloir, examinant mes étiquettes avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui évalue des preuves. Ses doigts tracèrent les mots sur une boîte, mardi après-midi, et un sourire entendu traversa son visage. Elle frappa à ma porte avec 3 coups précis. Mademoiselle Thorne, dit-elle quand j'ouvris la porte, utilisant mon nom de jeune fille sans explication. Je crois que nous avons un peu de temps avant l'événement principal. Voudriez-vous vous joindre à moi pour un thé? Son appartement était exactement comme je l'avais imaginé, des murs tapissés de livres, des tapis orientaux sur le parquet, et le genre de meubles qui murmurent vieille fortune et bon goût. Elle posa le service à thé sur une table basse en acajou et me fit signe de m'asseoir dans un fauteuil à oreilles qui coûtait probablement plus cher que le paiement mensuel de la voiture de Carter. J'ai été juge pendant 30 ans, dit Margaret, versant du thé Earl Grey avec des mains stables. J'ai présidé toutes sortes de cruautés humaines que vous pouvez imaginer. Mais les cas qui me hantaient n'étaient pas les plus spectaculaires, les crimes passionnels ou les violences soudaines. C'était l'érosion lente de l'esprit d'une femme, la diminution quotidienne déguisée en mariage. Elle me tendit une délicate tasse en porcelaine. C'est la pire des cruautés,
parce qu'elle vous apprend à être complice de votre propre destruction. Elle se dirigea vers un secrétaire antique et en sortit un dossier en manille, épais de papier et de photographies. J'ai commencé à documenter les activités de votre mari il y a 6 mois. Non par curiosité, comprenez-moi bien, mais par inquiétude. Elle étala le contenu sur la table basse. Des photographies avec des horodatages, des dates soigneusement notées de son écriture précise. Chaque mardi, 13h15, la blonde arrive séparément, prend l'ascenseur de service. Votre mari suit 10 minutes plus tard. Ils repartent de la même manière, séparément, vers 14h45. Les preuves étaient accablantes dans leur finalité. Carter dans le hall, vérifiant son téléphone. Stéphanie entrant avec un sac à main surdimensionné. Les deux, accidentellement capturés dans le même cadre près de l'ascenseur, ne s'ignorant que de justesse. Margaret avait constitué un dossier avec la minutie de quelqu'un qui comprend que la vérité a besoin de documentation pour devenir justice. Pourquoi ? Demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Parce que j'ai été vous, un jour, dit simplement Margaret. Il y a 40 ans, un mari différent. La même histoire. Mais à l'époque, personne ne documentait rien. Personne n'aidait. Les femmes disparaissaient simplement dans leur mariage, et personne ne posait de questions jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans ma salle d'audience, brisée et sans preuve. Elle toucha l'une des photographies. Je me suis promis que je ne laisserais jamais une autre femme traverser cela seule si je pouvais l'aider. À 2h23 du matin, nous avons entendu l'ascenseur sonner. Margaret se déplaça vers sa porte, pressant son œil contre le Judas avec une aisance pratiquée. Il est là, chuchota-t-elle, me faisant signe de la rejoindre. À travers la lentille fichet, je regardais Carter tituber dans le couloir, sa démarche inégale à cause de l'alcool et de l'arrogance. Sa carte clé bipa contre la serrure. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La confusion sur son visage aurait été comique si elle n'avait pas été si satisfaisante. Il essaya la poignée, la secouant avec une force croissante. Ruby. Sa voix était pâteuse mais exigeante. Ruby, ouvre la porte. Il passa de la confusion à l'irritation, puis à la colère en l'espace de 30 secondes. Ce n'est pas drôle. Ouvre cette porte tout de suite. Margaret me regarda, un sourcil levé en question. J'ai hoché la tête. Elle ouvrit sa porte avec un calme théâtral, une tasse de thé à la main, ayant l'air en tout point d'une juge à la retraite distinguée malgré l'heure tardive. Monsieur Lawson, dit-elle, sa voix portant l'autorité de 3 décennies sur le banc. Vous avez des difficultés ? Carter se tourna brusquement vers elle, perdant presque l'équilibre. Ma clé, elle ne fonctionne pas, comme c'est curieux, dit Margaret, prenant une gorgée délibérée de thé. Bien que je suppose que cela ait du sens. Les clés cessent généralement de fonctionner quand on ne vit plus quelque part. La couleur quitta son visage alors qu'il remarquait les boîtes alignées dans le couloir, son nom sur chaque étiquette. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que le terme juridique est de retrait de biens personnels, dit Margaret. Bien que j'ai particulièrement apprécié le système d'étiquetage. Mardi après-midi il a été particulièrement créatif. Elle fit un geste vers la boîte de l'écharpe rose. Votre amie Stéphanie a laissé ça derrière elle la semaine dernière. Assez négligent de sa part. Le téléphone de Carter commença à vibrer sans cesse. L'email de 2h30 avait atterri. Il le sortit, son visage illuminé par l'écran alors que notification après notification apparaissait. Sa mère, son patron, tout le conseil d'administration. Son expression passa par le choc, la rage, et finalement le désespoir. Elle l'a envoyé à tout le monde, murmura-t-il, puis plus fort, en direction de ma porte. Tu l'as envoyé à tout le monde. Il se mit à frapper à la porte avec ses 2 poings. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. J'ai des droits. Sa voix se cassa de rage et d'humiliation. Margaret sortit calmement son téléphone et commença à enregistrer. Veuillez continuer votre performance, monsieur Lawson. Je suis sûr que l'avocate de Ruby trouvera cela très utile. Comportement menaçant, tentative d'effraction, agression en état d'ivresse. C'est tout à fait convaincant. Carter se figea en plein coup de poing, remarquant enfin la caméra de sécurité montée discrètement dans le coin. Celle que j'avais installée le mois dernier après avoir senti que quelque chose changeait dans notre mariage. Sa bravade s'effondra instantanément. L'homme qui m'avait humilié devant des collègues,
qui avait déclaré son indépendance de notre mariage, gémit littéralement. Margaret et moi avons échangé un regard à travers sa porte qui en disait long sur la fragilité particulière des hommes qui confondent contrôle et force. Elle continua d'enregistrer alors que Carter s'effondrait à genoux devant la porte, sa voix passant à la supplication. « Ruby, s'il te plaît, parlons-en. On peut arranger ça. » Je crois qu'elle a déjà essayé de parler, dit Margaret, à 2 événements d'entreprise distincts, si les preuves vidéo sont exactes. Vous avez choisi l'humiliation publique au lieu d'une conversation privée. Maintenant, vous subissez les conséquences de ce choix. Carter rassembla ses boîtes avec des mains tremblantes, marmonnant à propos d'avocats et de traitements injustes. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur sa silhouette défaite, Margaret se tourna vers moi. « Voudriez-vous regarder le lever du soleil ? Je fais un excellent café pour accompagner les révélations de l'aube. » Nous nous sommes installés près de sa fenêtre. La ville était encore sombre mais commençait à s'éveiller. Margaret sortit un album photo, l'ouvrant à une page de 1983. Une version plus jeune d'elle-même se tenait en robe de juge. Fière et solitaire. Mon premier mari était chirurgien, dit-elle. Brillant, charmant, et systématiquement cruel. Il me faisait sentir petite d'être intelligente, inadéquate d'avoir du succès. Il m'a fallu 10 ans pour réaliser que la serrure qui me gardait piégé n'était sur aucune porte. Elle était dans ma tête. Elle me montra une autre photo, sa cérémonie de prestation de serment en tant que juge. Le lendemain de mon départ, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer pour la première fois en une décennie. Mais c'était solitaire. Personne n'en parlait à l'époque. Les femmes enduraient, ou s'échappaient discrètement. Le ciel commença à s'éclaircir, peignant les nuages de teintes de rose et d'or. Votre génération est différente, continua Margaret. Vous documentez, vous partagez, vous refusez de disparaître silencieusement dans de mauvais mariages. Elle leva sa tasse de café vers moi. Aux serrures qui changent, à la fois physiques et mentales. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. 2 femmes de générations différentes, liées par la même compréhension. La ville s'éveillait autour de nous, et quelque part là-dehors, Carter découvrait que son monde avait fondamentalement changé pendant qu'il cuvait son arrogance. Le jugement était venu, non pas avec théâtralité, mais avec dignité, assisté par une femme qui comprenait que la justice ressemble parfois à du thé Earl Grey et à une vérité soigneusement documentée. Le café de Margaret avait refroidi dans mes mains, alors que les premiers rayons de soleil peignaient Minneapolis de teintes d'or et d'ambre. Nous étions assises dans un silence confortable. 2 femmes qui comprenaient que certaines victoires ont meilleur goût lorsqu'elles sont partagées tranquillement. Puis, à cette heure précise, mon téléphone brisa la quiétude avec une sonnerie que j'avais spécifiquement attribuée pour l'éviter, Patricia Lawson, la mère de Carter. Je regardai Margaret, qui hocha la tête de manière encourageante. Parfois, les alliés les plus surprenants viennent d'endroits inattendus, dit-elle doucement. La voix de Patricia, habituellement tranchante de désapprobation et épaisse d'éducation du Connecticut, tremblait comme une feuille d'automne. Ruby, j'ai vu l'email, la vidéo, tout. Une pause. Si longue que je crus la connexion coupée. Qu'est-ce que mon fils a fait? Pendant 14 ans, cette femme m'avait traité comme la domestique qui avait réussi à piéger son précieux Carter dans le mariage. Elle avait fait des commentaires sur les origines ouvrières de mon père, suggéré que je prenne des cours de bonne manière, et avait un jour dit à ses amis du club de jardinage que Carter s'était marié, en dessous de sa condition, par amour, le pauvre. Maintenant, sa voix portait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. La honte. Il a fait exactement ce que vous l'avez élevé à croire qu'il pouvait faire, dis-je, me surprenant par la fermeté de ma voix. Prendre ce qu'il voulait sans conséquence. L'inspiration brusque à l'autre bout du fil aurait pu être un sanglot. Je l'ai mieux élevé que ça. Son père serait horrifié. Son père avait une liaison avec sa secrétaire quand il est mort, Patricia. Carter a appris des meilleurs. Le silence s'étira entre nous, des années de faux-semblants s'effondrant en quelques secondes. Quand elle parla enfin, sa voix était plus petite, plus vieille. Je m'en doutais, mais jamais. Je ne pouvais pas y faire face, tout comme je ne pouvais pas faire face à ce que Carter devenait. Je garde le service en porcelaine de Noël que vous m'avez donné, dis-je, regardant la lumière du matin danser sur la table basse de Margaret. C'est la seule chose de votre famille qui vaille la peine d'être conservée. Une autre pause, lourde de reconnaissance tacite. Garde tout, ma chère, murmura-t-elle.
L'argenterie, le cristal, tout ce dont j'insistais que tu n'étais pas assez bien pour hériter. Tu l'as mérité en lui survivant. Elle raccrocha sans au revoir, mais d'une manière ou d'une autre, cela me sembla la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Mon téléphone vibra immédiatement avec un autre appel. Sarah, du service informatique, sa voix électrique de justification. Ruby, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. En fait, non. Tu le croiras probablement. Margaret versa du café frais alors que je mettais Sarah sur haut-parleur, ses instincts de juge clairement intéressés par l'épreuve. Après avoir vu cette vidéo hier soir, j'ai fait quelques recherches avec mon accès administrateur, continua Sarah. Ton mari a utilisé les ressources de l'entreprise pour tout. Des chambres d'hôtel réservées comme des réunions de clients, des dîners coûteux passés en frais de développement commercial. J'ai suivi sa carte d'entreprise chaque mardi après-midi au Marriott, facturé sur le compte Henderson. Margaret haussa un sourcil à la mention du compte Henderson. C'est notre plus gros client, murmura-t-elle. C'est encore pire, dit Sarah, le son de sa frappe audible au téléphone. Cette start-up qu'il promeut. Celle avec Brad. J'ai trouvé les documents de constitution. Elle n'existe pas. Brad a fait l'objet d'une enquête pour fraude 2 fois. Une fois à Boston, une fois à Chicago. Tout ça a été une arnaque pour obtenir ton héritage. Mes jambes flageolèrent. Je m'enfonçai dans le fauteuil à oreille de Margaret. Le poids de ce que j'avais failli perdre m'écrasa. 400 000 $. Le travail de toute une vie de mon père, presque volé par l'homme qui avait juré de me protéger. J'ai tout transmis au RH et à Monsieur Davison, continua Sarah, faisant référence au patron de Carter. J'ai aussi envoyé des copies au service des lanceurs d'alerte de la SEC. La division des fraudes adore ce genre de choses. Au moment où j'ai terminé l'appel, mon téléphone explosait déjà de messages. L'effondrement numérique de la réputation de Carter se produisait en temps réel. Chaque texto était un fil tiré de son image soigneusement tissée. Jennifer du service juridique, nous n'avons jamais aimé la façon dont il parlait de toi. Comme si tu étais un accessoire qu'il avait acheté. Tom des ventes, cette vidéo était brutale. Tu as géré ça avec plus de classe qu'il n'en méritait. Même la femme de Brad, Melissa, je le quitte aussi. J'ai découvert l'enquête pour fraude. Tu m'as inspiré à ne plus ignorer les signaux d'alarme. Mais le message qui me glaça le sang vint de Monsieur Davison lui-même, Mademoiselle Thorne, je m'excuse pour notre culture d'entreprise qui a permis ce comportement. L'emploi de Monsieur Lawson est en cours d'examen en attendant l'enquête sur la fraude aux dépenses. Envisageriez-vous de consulter pour nous? Nous pourrions utiliser quelqu'un avec votre dignité et votre pensée stratégique. Veuillez appeler à votre convenance. J'ai tout capturé en écran, créant mon propre dossier de preuve. Alexandra voudrait la documentation de l'effondrement complet. À 10 heures, Harold appela du hall. Mademoiselle Thorne, il y a une livraison de fleurs ici. 3 douzaines de roses. Je les ai refusées comme vous l'avez demandé, mais le livreur dit qu'elles sont payées et qu'il ne peut pas les reprendre. Donnez-les à l'hôpital, dis-je. Dites-leur qu'elles viennent d'un donateur anonyme qui célèbre la liberté. Avec plaisir, répondit Harold. Aussi, il y a un jeune homme ici qui dit être le frère de Monsieur Lawson. Dois-je le renvoyer? Vinny, le jeune frère de Carter, celui qui venait de terminer ses études de droit. Faites-le monter, dis-je, curieuse de ce que Carter lui avait promis. Margaret proposa de partir, mais je lui demandai de rester. Les témoins sont toujours précieux, dit-elle avec la sagesse d'une juge. Vinny arriva, l'air mal à l'aise, sa ressemblance avec Carter adoucie par une gêne sincère. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de Margaret, se balançant d'un pied sur l'autre comme un enfant convoqué dans le bureau du directeur. Ruby, je suis désolé de te déranger. Carter a dit que si je venais ici et que je te parlais, il rembourserait mes prêts étudiants. 70 000 $. Il rencontra mes yeux avec difficulté. Mais je suppose que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Il n'a pas 70 000 $, dis-je doucement. Il vit de mes revenus depuis 2 ans. Son salaire couvre à peine le paiement de sa voiture et sa garde-robe. Le visage de Vinny passa par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur la colère. Ce menteur de... Il se reprit en jetant un coup d'œil à Margaret. Désolé. Il m'a dit que c'était toi qui dépensais trop, que tu le saignais à blanc avec tes habitudes de shopping.
Mes habitudes de shopping consistent à faire les courses et à remplacer occasionnellement des vêtements de travail usés, dis-je. Voudriez-vous un café? Il y a des choses sur votre frère que vous devriez probablement savoir. Au cours de l'heure suivante, Vinny révéla d'autres morceaux de l'histoire cachée de Carter, les dettes de jeu de ces années de MBA que Patricia avait discrètement payées. Les fiançailles précédentes avec la fille d'un banquier qui s'étaient terminées lorsque son père avait découvert les mensonges de Carter sur la richesse de sa famille. Les montages d'investissement à son premier emploi que les RH avaient étouffés pour éviter le scandale. Je me suis toujours demandé pourquoi il était si secret sur certaines choses, dit Vinny, fixant son café. Maintenant, ça a du sens. Il ne protégeait pas la vie privée de la famille. Il protégeait son arnaque. En partant, Vinny se retourna à la porte. Ruby, pour ce que ça vaut, la famille savait que tu étais trop bien pour lui. Même maman, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. Nous ne savions tout simplement pas comment te le dire. L'effondrement était complet. À midi, le monde soigneusement construit de Carter s'était écroulé comme un château de cartes dans un ouragan. Sa réputation, son travail, les illusions de sa famille, ses combines financières, tout exposé à la dure lumière de la vérité. Et j'étais assise dans l'appartement de Margaret, regardant tout s'effondrer avec une satisfaction qui aurait dû sembler mauvaise, mais qui ne l'était pas. Parfois, la destruction n'est qu'un autre mot pour la justice. L'appartement de Margaret était devenu mon centre de commandement temporaire lorsqu'Alexandra arriva à 14 heures, sa mallette en cuir contenant l'arsenal de la guerre juridique. Elle entra dans la pièce avec la confiance de quelqu'un qui avait démantelé des mariages pendant 20 ans, son tailleur bleu marine aussi affûté que sa stratégie. Margaret proposa de partir, mais Alexandra lui fit signe de rester. « Restez » dit Alexandra en sortant des dossiers de couleur. Une juge à la retraite comme témoin. C'est mieux qu'une confession signée. Elle étala des documents sur la table de salle à manger de Margaret comme un général planifiant des stratégies de bataille. La vidéo de la fête est de l'or. Votre témoignage, juge Henderson, est du platine. Mais les preuves de détournement de fonds de Sarah. Elle tapota un dossier marqué « Fraude » en lettres rouges. Ça, c'est des diamants. Elle m'expliqua l'architecture juridique de l'autodestruction de Carter. Sa déclaration publique à la fête constitue un abandon constructif. La liaison avec Stéphanie prouve l'infidélité. La fraude financière. Elle sourit avec une satisfaction professionnelle. Point élimine toute prétention aux biens matrimoniaux. Il s'est essentiellement auto-exclu de son propre divorce. Combien de temps cela prendra-t-il, demandai-je en passant mes doigts sur les dossiers de preuves. Ça dépend de notre stratégie. Alexandra sortit 2 calendriers différents. Option 1, rapide et propre. Nous déposons tout immédiatement, poussons pour un jugement sommaire. Vous êtes divorcé en 90 jours. Option 2, nous jouons la montre. Nous le laissons mariner dans l'incertitude pendant que son monde continue de s'effondrer. Je pensais à 14 ans passés à m'entendre dire que j'étais trop émotive, trop contrôlante, trop. 14 ans de gaslighting déguisé en sollicitude. Faites-le suer, décidez-je. Il m'a fait douter de ma propre réalité pendant plus d'une décennie. Le sourire d'Alexandra devint prédateur. Guerre psychologique, donc. À 15h30, mon téléphone vibra. La voix d'Harold portait une tension inhabituelle. Mademoiselle Thorne, il y a une jeune femme ici. Stéphanie Mills. Elle dit qu'elle a des informations dont vous avez besoin. Je regardai Alexandra qui hocha la tête. Les maîtresses deviennent souvent des témoins clés, dit-elle doucement. Laissez-la monter. Stéphanie arriva, ne ressemblant en rien à la femme confiante de la fête. Sa robe de créateur avait été remplacée par un jean et un pull froissé. Ses yeux étaient rouges, son mascara avait coulé malgré des tentatives évidentes de le nettoyer. Elle était plus jeune que je ne l'avais réalisé, peut-être 25 ans, portant encore cette incertitude post-universitaire sur le monde. Je suis désolée, dit-elle avant même de s'asseoir. Je suis tellement désolée. Margaret, toujours l'hôtesse malgré les circonstances, se dirigea vers la cuisine. Je vais faire du thé. Stéphanie s'effondra dans une chaise, les larmes coulant librement. Je ne savais pas qu'il était vraiment marié. Enfin, je savais qu'il était marié, mais il disait que vous étiez séparés, que vous meniez des vies séparées. Il disait que vous étiez folle, vindicative, que vous essayiez de tout prendre dans le divorce. Quand est-ce que ça a commencé ? Demandai-je,
surprise de ma propre voix stable. Il y a 8 mois. Il m'a approché à une conférence à Chicago. Il a dit que son mariage était terminé depuis des années, mais que sa femme, vous, ne l'acceptait pas. Il s'est présenté comme une victime, piégée par une femme contrôlante. Elle accepta le thé de Margaret avec des mains tremblantes. Il était si convaincant. Il m'a fait visiter votre appartement comme s'il en était le propriétaire. Il parlait de le vendre après la finalisation du divorce. Alexandra sortit son téléphone. Seriez-vous prête à répéter cela pour un enregistrement? Stéphanie hocha la tête, s'essuyant le nez avec un mouchoir que Margaret lui tendit. Il m'a tout promis. Une promotion au poste de comptable principal, le mariage une fois le divorce prononcé, une vie ensemble financée par la vente de l'appartement. Elle me regarda directement. Il a dit que l'héritage de votre père était en fait son fonds en fiducie, que vous aviez volé. La cruauté calculée de ces mensonges me coupa le souffle. Il avait inversé toute notre réalité pour séduire une femme à peine sortie de l'université. Alexandra enregistra pendant que Stéphanie détaillait les dates, les lieux, les promesses faites. Chaque révélation était un clou de plus dans le cercueil juridique de Carter. Il y a plus, dit Stéphanie en sortant son téléphone. Il m'a envoyé des photos de bijoux qu'il allait m'acheter. Des captures d'écran d'annonces immobilières pour notre future maison. Toutes datées de plusieurs mois, prouvant qu'il planifiait cela tout en prétendant travailler sur votre mariage. Mon téléphone sonna. Marcus, mon frère. Sa voix était tendue de fureur contenue. Ruby, tu dois savoir quelque chose. J'organisais les boîtes de Carter dans le box de stockage quand j'ai trouvé quelque chose dans son sac de golf. Quel genre de choses? Des relevés bancaires. Il a un compte séparé que tu ne connais pas. Il détourne de l'argent de votre compte joint depuis 3 ans. De petites sommes. 5 cents par-ci, 8 cents par-là. Ça s'additionne à près de 40 000 $. La rage qui m'envahit était différente de la douleur de la trahison. C'était une colère propre, pure, comme un feu brûlant les derniers fils me reliant à Carter. Envoie-moi des photos de tout, dis-je. Déjà fait, Ruby. Je pourrais gérer ça à la manière de la famille. M'assurer qu'ils comprennent les conséquences. Non, dis-je fermement. La voie légale lui fera plus de mal. Les accusations criminelles pour détournement de fonds durent plus longtemps que les bleus. Jeudi arriva avec un email de l'avocat de Carter demandant une médiation. Alexandra éclata de rire en le lisant. Ils veulent éviter le tribunal. Bon signe. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. La médiation fut fixée pour le lundi suivant, dans une salle de conférence stérile du centre-ville. Je portais mon plus beau tailleur, non pas pour Carter, mais pour moi-même. Une armure pour la bataille. Alexandra me flanquait comme un garde du corps. Carter entra, portant sa cravate de Harvard, celle qu'il mettait pour les réunions importantes. Son avocat, un homme plus âgé qui semblait déjà épuisé, le suivait. Les yeux de Carter étaient injectés de sang, sa confiance habituelle fissurée, mais pas brisée. Il essaya son vieux sourire, celui qui me faisait tout pardonner. Ruby, commença-t-il, la voix dégoulinante d'une sincérité étudiée. On peut arranger ça. Tu te souviens de ce qu'on avait? Tu te souviens de Paris? Je sortis le dossier que Sarah avait compilé, les notes de frais montrant qu'il avait facturé notre voyage d'anniversaire à Paris à son entreprise comme divertissement de client, tout en envoyant des textos à Stéphanie depuis la Tour Eiffel. Je le fis glisser sur la table sans un mot. Le visage de son avocat pâlit en lisant. Ça pourrait être une fraude criminelle. C'est une fraude criminelle, confirma Alexandra, ainsi qu'un détournement de fonds des biens matrimoniaux, un abandon constructif, et une infidélité documentée. Carter tendit la main vers la mienne sur la table. Je me reculai comme si son contact pouvait m'infecter de ses délires. Ruby, s'il te plaît. Nous avons eu de bons moments. La seule chose dont je me souviens, dis-je, ma voix portant le poids d'une vérité enfin dite, c'est d'avoir payé pour ces bons moments pendant que tu projetais de voler mon héritage. Alexandra se pencha en avant. Voici nos conditions. Mademoiselle Thorne conserve tous les actifs, y compris l'appartement, l'épargne et les investissements. Monsieur Lawson ne conserve rien, sauf ses effets personnels qui ont déjà été livrés au stockage. Il signe un accord de non-divulgation complet l'empêchant de discuter du mariage ou du divorce. En échange,
nous ne poursuivons pas les accusations criminelles. L'avocat de Carter chuchota urgemment à son oreille. Des mots comme « fraude » et « prison » perçant le murmure. Le visage de Carter s'effrita comme du vieux plâtre cédant enfin aux dégâts des eaux. L'homme qui m'avait publiquement humilié, qui m'avait volé, qui avait prévu de tout prendre en me faisant passer pour folle, comprit enfin. Ce n'était plus lui qui contrôlait. Il ne l'avait jamais vraiment été. Il avait juste vécu dans l'illusion que j'avais payée, et maintenant, la facture était arrivée. Le stylo de Carter plana sur l'accord de non-divulgation pendant 30 secondes qui semblèrent durer 30 ans. Sa main trembla légèrement alors qu'il signait enfin, le son de l'encre sur le papier marquant la mort légale de notre mariage. Son avocat rassembla les documents avec l'efficacité de quelqu'un pressé de partir, marmonnant à propos des délais de dépôt et des calendriers judiciaires. Alors qu'il se levait pour partir, Carter me regarda une dernière fois, sa bouche s'ouvrant comme pour dire quelque chose. Mais Alexandra leva la main, pointant vers l'accord de non-divulgation fraîchement signé, et il la referma, sortant en traînant les pieds comme un homme qui avait vieilli de 10 ans en 1 heure. 3 semaines passèrent dans un flou de paperasse et de réorganisation de l'appartement. Je me réappropriai des espaces qui avaient été les siens. Le bureau à domicile où il avait mené ses affaires du mardi via des appels vidéo. Le dressing qui ne contenait plus que mes vêtements, étalés luxueusement. Margaret passait tous les jours, apportant thé et sagesse en égale mesure. Les résidents de l'immeuble étaient passés de me traiter comme la femme de Carter à Ruby Thorne, la femme qui avait changé ses propres serrures. L'histoire était devenue une légende de l'immeuble. Le réveillon du Nouvel An arriva avec une tempête de neige et une invitation glissée sous ma porte. La fête annuelle sur le toit de l'immeuble, manuscrite par Margaret elle-même. Tu dois être vu en train de t'épanouir. Il ne s'agit plus de lui. Il s'agit de toi. J'ai failli refuser. L'idée d'affronter une salle pleine de gens qui avaient été témoins de mon humiliation publique me semblait accablante. Mais Margaret apparut à ma porte à 19 h, tenant une boîte à bijoux. C'étaient les boutons de manchette de mon défunt mari, dit-elle en l'ouvrant pour révéler des diamants qui captaient la lumière comme des étoiles piégées. Je les ai fait transformer en boucles d'oreilles après son décès. C'était un vrai homme, le genre qui soutenait le succès de sa femme au lieu de le voler. Elle les attacha à mes oreilles avec des doigts doux. Porte-les ce soir. Laisse-les te rappeler à quoi ressemblait un véritable partenariat. Mon choix de robe fut délibéré. Pas le bordeaux de l'humiliation ou le noir du deuil, mais un rouge pompier. Le genre de rouge qui annonce une arrivée, exige l'attention, déclare la guerre et la victoire simultanément. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 14 ans. Pas la femme de Carter ou la victime de qui que ce soit, mais Ruby Thorne, 41 ans et enfin pleinement vivante. Le toit terrasse scintillait de guirlandes lumineuses et de chauffage d'appoint luttant contre le froid de décembre. Au moment où je suis sorti de l'ascenseur, les conversations se sont tues. Pas le silence inconfortable du scandale, mais autre chose. De la reconnaissance, peut-être du respect. Harold, vêtu de son uniforme de cérémonie, annonça d'un volume inhabituel « Madame Ruby Thorne ». L'accent mis sur mon nom était délibéré. Chaque syllabe une déclaration. Les applaudissements commencèrent avec Margaret, bien sûr, mais se propagèrent dans la foule comme une traînée de poudre. Le docteur Kim du 12e leva son verre. Les Johnson du 8 se hochèrent la tête en signe d'approbation. Même les vingtenaires qui ignoraient habituellement toute personne de plus de 30 ans applaudissaient. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Ils n'applaudissaient pas mon divorce ou mon drame. Ils applaudissaient mon courage, le simple fait de refuser de disparaître silencieusement. J'en étais à 2 verres de champagne et à un plaisir réel lorsque l'ascenseur sonna à 22h47. L'univers, semblait-il, avait le sens du timing dramatique. Carter sortit avec Stéphanie à son bras, le menton levé de cette manière qui signifiait qu'il feignait la confiance. Il portait son costume le plus cher, celui que je lui avais acheté pour notre 10e anniversaire. Stéphanie portait du noir, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur Terre. L'énergie de la pièce changea immédiatement, mais pas de la manière que Carter avait calculé. Les conversations ne s'arrêtèrent pas. Elles continuèrent délibérément, les voix peut-être un peu plus fortes, les dos se tournant avec une précision synchronisée. Quand il s'approcha du bar, le barman dut soudainement vérifier les stocks dans l'arrière-salle. Quand il essaya de rejoindre un groupe près des fenêtres, ils se dispersèrent comme de la fumée, se reformant ailleurs. Le visage de Stéphanie passa de la mortification à la compréhension,
puis à la honte. Elle n'était pas sa nouvelle petite amie présentée à la société. Elle était un accessoire dans sa fantaisie de vengeance, et tout le monde le savait. Quand elle croisa mon regard à travers la pièce, son expression s'effondra. Ce n'était pas ce qu'il lui avait promis. Carter, rouge et désespéré, fonça droit sur moi. Mais Harold se matérialisa de nulle part, rejoint par deux autres portiers que je n'avais jamais vus travailler à un événement auparavant. Ils formèrent un mur subtil mais indubitable. « Monsieur, dit Harold, sa voix portant à travers le toit maintenant silencieux. Vous n'êtes pas sur la liste des résidents. Je vais devoir vous demander de partir, à moins qu'un résident actuel ne se porte garant pour vous. » Le silence qui suivit fut complet. 60 personnes, des résidents qui vivaient ici depuis des années, qui avaient partagé des ascenseurs et des conversations avec Carter, qui avaient assisté à ces fêtes du 4 juillet. Pas une seule personne ne bougea. Pas une seule voix ne s'éleva. Le rejet était total, dévastateur dans son unanimité. Le visage de Carter passa du rouge au violet. C'est ridicule. J'ai vécu ici pendant. Vécu, interrompit Margaret, s'approchant avec l'autorité de son ancienne profession. Passé. L'immeuble est assez particulier en matière de sécurité ces jours-ci. À minuit exactement, comme si c'était orchestré par le destin, Margaret prit le micro pour le traditionnel toast du Nouvel An. La foule se tourna vers elle, tournant ainsi le dos à Carter. Elle leva son champagne, les diamants scintillant à son poignet, et parla avec la clarté d'un jugement. Au nouveau départ, commença-t-elle, ses yeux trouvant les miens à travers la foule. Aux femmes qui réalisent leur valeur après des années à s'entendre dire qu'elles n'en ont aucune. Aux hommes qui apprennent que les conséquences, comme le karma, finissent toujours par arriver. Elle marqua une pause, prenant une gorgée délibérée. Et à Madame Rubythorne, qui nous a tous rappelé que parfois, la meilleure rénovation que l'on puisse faire dans une maison, c'est d'en sortir les poubelles. Le rire qui éclata n'était pas cruel. Il était cathartique, une libération collective de tension. Des verres se levèrent vers moi de toutes parts. Quelqu'un se remit à applaudir, et cette fois-ci, cela dura, se transformant en quelque chose qui ressemblait à une justification. Le sang-froid de Carter se brisa enfin complètement. C'est un complot. Vous vous êtes tous retournés contre moi. C'est illégal. Mais Margaret n'avait pas fini. Elle le regarda directement comme si elle venait de remarquer sa présence. Oh, monsieur Lawson, vous êtes toujours là. Comme c'est embarrassant pour vous. C'est alors que Stéphanie craqua. Elle se dégagea du bras de Carter, marcha directement vers moi à travers la foule qui s'écarta comme l'eau. Je suis désolée, murmura-t-elle, les larmes coulant. J'ai été une idiote. Il m'a manipulé tout comme. Elle s'arrêta, secouant la tête. Je suis juste désolée. Elle se dirigea vers l'ascenseur sans se retourner. Carter, maintenant seul et entouré de gens qui avaient collectivement décidé qu'il n'existait pas, commença ce que l'on ne peut décrire que comme une crise de nerfs. Sarah du service informatique avait son téléphone sorti, enregistrant avec la main ferme de quelqu'un qui documente l'histoire. Il fulmina sur le complot, sur ses droits, sur la façon dont nous avions tous ruiné sa vie. Vous avez ruiné votre propre vie, dit calmement Margaret, son micro toujours allumé. Ruby a juste cessé d'être votre équipe de nettoyage. C'est alors que la sécurité de l'immeuble arriva. Pas les portiers amicaux, mais la vraie sécurité, celle qu'il gardait pour les vrais problèmes. Alors qu'il flanquait Carter, il fit une dernière proclamation désespérée, « Je te détruirai au tribunal, Ruby. Tu n'auras rien. » Alexandra, qui sirotait tranquillement du champagne dans un coin, rit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Avec quel argent ? Vos actifs sont gelés en attendant une enquête pour fraude. Votre emploi a disparu. Votre maîtresse vient de vous larguer publiquement. Même votre mère a pris le parti de Ruby. » Elle leva son verre d'un air moqueur. « Bonne année, Carter. » Alors que la sécurité l'escortait dehors, la foule se retourna vers moi. Non pas avec pitié ou gêne, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la solidarité. Le docteur Kim fit teinter son verre contre le mien. « La meilleure fête que nous ayons eue depuis des années, » dit-elle avec un clin d'œil. Le compte à rebours jusqu'à minuit recommença. Margaret l'avait en fait mis en pause pour le drame. Alors que les chiffres diminuaient et que la boule tombait sur l'écran, je me tenais entouré de voisins qui étaient devenus des témoins. Des témoins qui étaient devenus des alliés.
la nouvelle année arriva avec des acclamations et du champagne. Et pour la première fois en 14 ans, je célébrais sans me demander de quelle humeur serait Carter demain. Les feux d'artifice se dissipèrent en fumée contre le ciel de Minneapolis alors que la fête sur le toit se poursuivait autour de moi. Mais je me sentais exister dans une bulle de clarté parfaite. Margaret me serra la main une fois avant de la relâcher, ses yeux portant la satisfaction de la justice rendue. La nouvelle année était arrivée, et avec elle l'étrange sensation d'être complètement désancré de mon ancienne vie, non pas à la dérive, mais enfin libre de choisir ma propre direction. Janvier se fondit en février. Puis mars, chaque jour construisant vers la confrontation juridique finale. Le palais de justice du centre-ville de Minneapolis se dressait comme un monument aux fins des autres, mais pour moi, il représentait un commencement. Le même bâtiment où Margaret avait autrefois présidé d'innombrables divorces allait maintenant accueillir le mien. Le matin du 15 juin arriva, gris et humide, le genre de temps qui rend tout lourd, sauf mon cœur. Carter apparut diminué à tous égards, son costume clairement emprunté, flottant sur des épaules qui avaient perdu leur maintien arrogant. Son avocat, un avocat commis d'office qui semblait épuisé avant même le début des procédures, brassait des papiers avec la résignation de quelqu'un qui savait que ce n'était qu'une formalité. Les accusations de détournement de fonds qui planaient au-dessus de la tête de Carter avaient éliminé toute possibilité de contestation. Il ne pouvait pas se battre sans risquer des poursuites pénales. La juge, une femme de l'âge de Margaret, avec des yeux aussi vifs, examina les documents avec efficacité. « Monsieur Lawson, contestez-vous l'un des termes énoncés dans cette dissolution ? » ?»« Non, votre honneur. » Sa voix se cassa sur le titre honorifique. 12 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour dissoudre légalement 14 ans. Le marteau tomba avec un son de ponctuation à la fin d'une très longue phrase. Alors que nous sortions, Carter s'attarda sur les marches du palais de justice, son visage travaillant ses émotions comme s'il essayait de trouver la bonne. « Je t'ai aimé, un jour, dit-il, les mots tombant à plat dans l'air humide. Je m'arrêtai, la sagesse de Margaret coulant en moi comme une force héritée. Non, tu as aimé ce que je fournissais. La stabilité, l'argent, la couverture pour tes insuffisances. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et aimer ce qu'il fait pour toi. » Il ouvrit la bouche, la referma, puis s'éloigna. Sa silhouette rapetissa sur le fond de la ville jusqu'à ce qu'il tourne un coin et disparaisse. Je savais avec une certitude absolue que je ne le reverrais jamais, et cette pensée n'apporta que la paix, propre et complète, comme le clic d'une serrure bien huilée. 2 semaines plus tard, Patricia Lawson appela pour organiser une visite. Elle arriva à mon appartement portant un écrin en cuir que je reconnus, les bijoux de famille qu'elle avait gardés tout au long de mon mariage comme si je pouvais les voler. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle le posait sur ma table basse. « J'ai eu tort à ton sujet, dit-elle sans préambule, l'âge ayant usé sa capacité au faux-semblant. Tort de te traiter comme inférieur, tort d'élever un fils qui pouvait. » Elle s'arrêta, se reprenant. « J'ai échoué avec lui, et cet échec t'a blessé. » Nous étions assises l'une en face de l'autre. 2 femmes examinant les décombres qu'un seul homme avait créés entre elles. Elle ouvrit l'écrin, révélant des pièces que je n'avais vues que sur des photos de famille. Un bracelet art déco, des boucles d'oreilles en perles des années 1920. Une bague en saphir qui avait appartenu à la grand-mère de Carter. « Celle-ci aurait dû être à toi depuis le début, dit Patricia. Je les ai retenues par snobisme, pensant que tu n'étais pas assez bien pour notre famille. La vérité, c'est que nous n'étions pas assez bien pour toi. Nous ne serions jamais amis. Trop d'histoires, trop de douleurs. Mais à ce moment-là, nous avons trouvé une compréhension. » Elle me dit que Carter vivait maintenant avec Vinnie, travaillant dans une agence de location de voitures près de l'aéroport, sortant avec une femme nommée Jennifer qui pensait qu'il était divorcé parce que sa femme avait été infidèle. « J'espère qu'il a appris, dit Patricia, bien que son ton suggère qu'elle en savait mieux. Tu lui as appris la leçon que je n'ai pas pu lui apprendre, que les actions ont des conséquences. » Avant de partir, elle m'étreignit. Pas les bises en l'air de 14 ans, mais une vraie étreinte, le genre qui reconnaît une douleur partagée. « Merci de ne pas l'avoir complètement détruit, murmura-t-elle à mon oreille. Je n'ai détruit que la fiction, répondis-je. Le reste était toujours là, attendant d'être exposé. En septembre, mon cabinet de conseil avait triplé sa base de clients. L'histoire de la femme qui avait mis son mari à la porte était devenue une légende des affaires à Minneapolis. Des femmes cadres me recherchaient spécifiquement, voulant l'esprit stratégique qui pouvait orchestrer un tel renversement de pouvoir complet.
Si vous pouvez planifier un divorce comme une opération militaire, me dit une PDG pendant le déjeuner, imaginez ce que vous pouvez faire pour ma fusion. J'ai déménagé mes bureaux dans un immeuble avec des fenêtres qui s'ouvraient réellement. Un détail qui me semblait d'une importance monumentale. De l'air frais quand je le voulais, pas de climatisation au-delà de mes propres préférences. Margaret passait chaque semaine et, ensemble, nous avions fondé quelque chose d'inattendu, le Club de la Serrure, un groupe de soutien pour les femmes qui apprennent à contrôler leurs propres portes, littérales et métaphoriques. Nous devrions écrire un livre, suggéra Margaret un après-midi, en regardant le groupe de 12 femmes partager des histoires d'évasion et de triomphe. Appelons-le Changer les serrures, un guide pour reprendre sa vie en main. Peut-être, dis-je, bien que je pensais déjà à la structure des chapitres, à la façon dont la vérité pourrait devenir une instruction pour d'autres, piégés derrière des portes qu'elles pensaient ne pas pouvoir changer. Maintenant, ce mardi matin d'octobre, je me tenais dans mon appartement, vraiment, complètement le mien, regardant un autre lever de soleil peindre la ville en or. Les serrures avaient encore évolué. Des serrures intelligentes, contrôlées par mon téléphone, une technologie qui me semblait symbolique. Pas de clé physique à copier. Pas de barillet mécanique à crocheter. Juste une sécurité numérique cryptée que je contrôlais complètement. Harold travaillait toujours à la réception. M'appelait toujours Mademoiselle Thorne avec une fierté évidente. Les jeunes femmes de l'immeuble me demandaient des conseils sur les relations, les carrières, l'estime de soi. La semaine dernière, une jeune de 28 ans nommée Emma m'a posé la question que je m'étais posée autrefois, comment sait-on quand il est temps de partir? Quand tu réalises que la serrure qui te garde piégé n'est sur aucune porte, lui ai-je dit, canalisant la sagesse de Margaret qui était devenue la mienne. Elle est dans ta croyance que tu as besoin de la permission de quelqu'un d'autre pour être libre. Au moment où tu comprends ça, tu as déjà la clé. Mon téléphone vibra. Un autre numéro inconnu, probablement Carter essayant à nouveau via une application ou un téléphone emprunté. Je l'ai supprimé sans lire, sans colère, sans aucune émotion. Certaines portes, une fois verrouillées, doivent le rester. J'ai préparé mon café, un sucre, du lait d'avoine, préparé exactement comme je le préférais, et j'ai souri à cette petite rébellion devenue routine. La liberté vivait dans ces petits choix autant que dans les plus dramatiques. Chaque préférence exprimée, chaque limite maintenue, chaque décision prise sans chercher d'approbation était un autre barillet qui cliquait en place dans la serrure de ma propre autonomie. La lumière du matin capta les diamants que Margaret m'avait donnés, ceux qui appartenaient à un homme qui avait compris le partenariat. Ils scintillaient contre mon poignet alors que je levais ma tasse de café dans un toast silencieux. Aux fins qui deviennent des commencements, aux serrures qui protègent au lieu de piéger, à la femme que j'étais devenue en refusant de rester celle que l'on attendait de moi. Cette serrure qui a tout changé, ce n'était pas seulement celle de ma porte. C'était celle que j'avais finalement installée dans mon propre cœur, sécurisant ma valeur contre quiconque pourrait essayer de la diminuer à nouveau. Et cette serrure-là, celle-là ne serait jamais changée. Si cette histoire de vengeance calculée et de dignité retrouvée vous a fait applaudir Ruby, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été lorsque Margaret a porté ce toast de minuit dévastateur, soulignant la présence de Carter avec un timing judiciaire parfait. Quel a été votre moment préféré de la transformation de Ruby? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de courage et de retour en force. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.